Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire du Réseau national Génopsy qui va porter sur l'approche pharmacologique des troubles du comportement d'origine génétique. Alors, pourquoi nous intéresser à ce sujet aujourd'hui? Eh bien, parce que les troubles du comportement, aussi appelés comportement défi ou comportement problème, sont très fréquents dans les maladies rares et sont associés à un impact majeur pour la qualité de vie des personnes concernées, mais également de leurs aidants naturels et professionnels. L'approche pharmacologique dans les difficultés comportementales est un outil clé pour la bonne prise en charge des personnes et leur accompagnement. Pour nous éclairer sur le sujet, nous avons fait appel à notre intervenant expert, professeur Pierre-Michel Lorca, qui est psychiatre au CHU de Clermont-Ferrand et également responsable du CRMR Génopsy Clermontois. Avant de lui laisser la parole, je vous précise l'organisation du webinaire. Vous allez assister à une présentation de 20 minutes qui sera suivie d'un temps d'échange de 20 minutes également. Pendant la présentation, si vous avez des questions, merci de garder vos micros coupés et de poser des questions dans le chat en bas de votre écran. Vous pourrez également les poser à la fin de la présentation lorsqu'on vous donnera la parole. Enfin, ce webinaire est enregistré, donc si vous ne souhaitez pas que votre image soit diffusée à l'écran, merci de garder votre caméra coupée également. Sans plus attendre, je laisse la parole au professeur Lorca. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi et très honoré de pouvoir partager avec vous quelques éléments concernant justement l'utilisation des traitements pharmacologiques dans les troubles du comportement. Alors, d'origine génétique, donc je vais partager mon écran de façon à ce que vous ayez une vision. Je vais mettre en plein écran, normalement c'est bon. Donc voilà, donc je vais parcourir avec vous pendant les 20 prochaines minutes, puis répondre à vos questions. Ce que je peux vous dire de manière un petit peu générale et avec quelques aspects un peu plus spécifiques, hein, des traitements médicamenteux dans les troubles du comportement d'origine génétique. Alors d'abord, pour commencer ma déclaration d'intérêt, hein, puisque j'ai quelques activités avec des différentes compagnies pharmaceutiques, mais aussi des fonctions diverses dans des institutions, avec lesquelles je travaille. Alors, d'abord, la notion de trouble du comportement. En fait, ça peut entraîner, c'était évoqué, il y a plusieurs terminologies. En fait, en psychiatrie, alors moi, je suis psychiatre, hein, donc en fait, il faut savoir que le terme «trouble» est un terme qui a une double utilisation. En fait, les troubles du comportement, ce sont des comportements modifiés, qui, sont associés, souvent à, des phénomènes de perturbation, c'est comme ça qu'on peut se le représenter. Alors que l'autre acception du terme trouble, c'est la traduction de l'anglais disorder dans les classifications psychiatriques et on parle de troubles anxieux, troubles dépressifs avec l'idée qu'aujourd'hui, on ne connaît pas, la cause des maladies psychiatriques, hein. On connaît un peu le fonctionnement, les modifications du fonctionnement, notamment du cerveau, dans certaines maladies psychiatriques, mais on ne connaît pas exactement la cause, l'éthiopathogénie, c'est comme ça qu'on dit quand on jargonne médical. Et en fait, les anglo-saxons, dans les différentes classifications internationales, utilisent le terme disorder, et en fait, on a traduit par trouble. Donc en fait, c'est pas un trouble psychiatrique, les troubles du comportement, au sens d'un désordre, si on reste sur l'analogie avec l'anglais, mais par contre, c'est des éléments qu'on rencontre en clinique. C'est pas un syndrome, groupement de signes ou de symptômes, mais c'est des modifications comportementales qui sont parfois liées à des modifications de la gestion et de l'expression des émotions, des modifications des capacités d'interaction sociale, l'agressivité, auto ou hétéroagressivité. Il y a souvent une dimension d'impulsivité qui est au premier plan, et puis il peut y avoir des modifications de tout ce qu'on appelle les conduites instinctuelles, le sommeil, l'alimentation, les conduites, la sexualité. Donc en fait, on voit que le terme trouble du comportement est assez général. On voit que ça recouvre un certain nombre de choses diverses. Et par ailleurs, ces troubles du comportement peuvent être présents dans des troubles, l'expression dans des troubles psychiatriques. L'épisode dépressif caractérisé, le trouble psychotique, le trouble anxieux, les troubles du sommeil. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a quand même parfois déjà un élément de confusion et c'est pour ça qu'il est extrêmement important dans les troubles du comportement pour les cliniciens d'avoir une exploration clinique très spécifique et précise
pour justement identifier les dimensions observées, et cetera, vraiment les perturbations, qui ont eu une apparition récente ou plus ancienne, qui entraînent souffrance, de la part chez le sujet ou pas, pas forcément parfois, et qui entraînent des difficultés, avec dans les relations avec l'environnement. Donc c'est important parce que si je précise initialement, c'est que les médicaments dont on dispose, comme vous allez le voir, en fait, ont des dénominations, pardon, avec des terminologies assez spécifiques et en fait, il faut comprendre, cette complexité-là pour comprendre quels sont les médicaments qu'on utilise et pourquoi on les utilise. Alors, les grandes classes médicamenteuses, en fait, si je suis resté alors, on peut raffiner un peu plus que ça, mais en fait, souvent, dans les terminologies qu'on emploie, on parle d'antidépresseurs, antipsychotiques, d'anxiolytiques, d'hypnotiques, de régulateurs de l'humeur, de stimulants. C'est les principaux psychotropes qu'on peut rencontrer et en fait, hein, comme je l'ai noté là, d'abord, le nom des classes médicamenteuses n'est pas lié forcément à un mécanisme d'action commun ou une structure chimique commune. Au début, quand on a trouvé les médicaments, on a commencé par les identifier quand on a construit la pharmacopée actuelle, c'est-à-dire les médicaments dont on dispose, ça date de la fin des années 50, donc il y a quand même plus de 60 ans. On avait des molécules qui avaient une structure chimique qu'on connaissait, puis on essayait de faire varier cette structure chimique. Puis ensuite, on a découvert que des molécules avec des structures chimiques assez éloignées les unes des autres pouvaient avoir le même type d'effet. Donc ensuite, on a essayé de les regrouper en fonction de ce qu'on imaginait être de leur effet ou de leur mécanisme d'action. Et en fait, globalement, on se rend compte que ces molécules-là, ces groupes-là, les molécules qui participent de ces classes médicamenteuses, ont tout un tas d'actions différentes. Et en fait, c'est important de le savoir parce que c'est un facteur très trompeur pour les professionnels, mais bien sûr pour les usagers. On utilise des antidépresseurs dans beaucoup d'autres troubles, on utilise des antipsychotiques dans beaucoup d'autres troubles que la dépression ou le trouble psychotique. Et donc, c'est un élément important. Donc, le nom, il correspond à l'indication initiale des médicaments. On a trouvé d'abord, à peu près au même moment, des anxiolytiques, des antidépresseurs et des antipsychotiques. Et en fait, les noms, ont dérivé de ça. Puis ensuite, il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolutions depuis la fin des années 50 et on se retrouve avec des grandes classes qui correspondent pas vraiment à grand chose, puisque ça correspond pas à l'indication des molécules et ça correspond pas à l'ensemble des usages qu'on peut avoir avec ces molécules. Donc c'est vraiment des groupes qui sont trompeurs. Donc en fait, quand on donne un antidépresseur à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on pense qu'il a une dépression. Ça veut dire qu'on va utiliser des propriétés de cette molécule-là qui, va être utile par rapport à l'examen clinique qu'on a pratiqué, dont je parlais il y a quelques minutes. Alors, les grandes classes médicamenteuses, bah, les antidépresseurs, on pourrait se dire, bah, c'est médicaments de la dépression. Sauf qu'on utilise les antidépresseurs dans les troubles anxieux, dans les troubles du comportement alimentaire, dans les troubles du sommeil, dans les phénomènes douloureux. Et ces molécules ont l'indication, c'est-à-dire, une indication réglementaire, hein, dans leur libellé, comme ça que ça fonctionne. J'accentue les mots, clés, c'est-à-dire, l'indication, le libellé, c'est ce qui est écrit dans les boîtes de médicaments. En fait, les antidépresseurs, on les utilise effectivement, ils ont des indications dans les troubles anxieux. Troubles anxieux, c'est un terme générique pour le trouble anxiété généralisée, le trouble obsessionnel compulsif notamment, sur lequel il y a les principales indications des antidépresseurs. Mais certains, on peut avoir des indications dans certains troubles des conduites alimentaires. Et puis, par exemple, dans les phénomènes douloureux, c'est pas forcément dans les troubles du sommeil, c'est pas forcément des indications qui sont reconnues, mais c'est plutôt lié au profil d'action de ces molécules. Et les antipsychotiques, ils ont commencé par être mis sur le marché pour les troubles psychotiques et la schizophrénie, plus précisément. Mais en fait, ils ont obtenu ensuite des indications, donc ça c'était, dans les années, il y a une trentaine d'années et puis ils ont obtenu des indications dans les troubles de l'humeur, mais on les utilise aussi dans les troubles du sommeil, mais aussi dans les phénomènes douloureux parfois, puis aussi dans les états d'agitation. Donc on voit que, c'est pas parce on prescrit un antipsychotique à quelqu'un qu'on considère qu'il a un trouble psychotique ou, comme on dit de manière un peu inappropriée, qu'il est psychotique ou quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas, on présente un trouble à un temps donné, mais c'est important d'avoir ça en tête. Les anxiolytiques, c'est pareil, ce sont des molécules qui ont plein de modalités d'action et en fait, de base, les anxiolytiques, la principale classe des anxiolytiques,
Ça marche dans l'épilepsie, dans les troubles du sommeil, dans l'anxiété, mais aussi dans les phénomènes, on les utilise aussi dans les phénomènes de douleurs musculaires, notamment pour l'activité myorelaxante. Et puis, on a des travaux qui mettent en évidence l'action spécifique de cette catégorie, certaines molécules particulières, dans un syndrome qu'on rencontre dans pas mal de troubles schizophréniques, psychiatriques, pardon, de la dépression aux troubles schizophréniques, qui est la catatonie. Donc on voit quand même une fois de plus que ces dénominations, comme je l'ai dit, sont trompeuses et qu'on les utilise de façon vraiment qui a à voir avec l'indication et puis toutes les données empiriques qu'on peut avoir, mais aussi parfois l'expérience du clinicien. Les hypnotiques, c'est de la même famille que les anxiolytiques. Pour la majorité d'entre eux, bah, ils sont utilisés bien sûr pour induire le sommeil, mais ils sont utilisés aussi dans la catatonie. Et ça, c'est quelque chose qui sont des données tout à fait bizarres, hein, puisque la catatonie, c'est une manifestation motrice de certains observée dans certains troubles psychiatriques. Et en fait, pour des raisons mécaniques d'action qui restent assez complexes à expliquer, pas complètement élucidées, et on a une action spécifique. Les régulateurs de l'humeur, c'est une classe qui est encore plus hétérogène parce qu'elle comprend des molécules qui sont extrêmement différentes les unes des autres. Quand je dis extrêmement différentes les unes des autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des molécules d'un côté, on a une molécule que tout le monde connaît plus ou moins, dont on a déjà entendu parler, qui est le lithium, qui n'est pas une molécule qui est un ion, c'est comme le sel, c'est un sel de lithium et comme le chlorure de sodium, ce qui sert à saler l'alimentation et en fait, c'est quelque chose qui est utilisé dans les troubles de l'humeur. Et il y a d'autres molécules qui sont dans une catégorie, spécifique, qui étaient toutes des molécules qui ont été identifiées initialement comme des antiépileptiques et qui ont montré cette action, pour un certain nombre d'entre elles, dans le régulateur de l'humeur. Donc en fait, c'est aussi un élément important et il y a beaucoup de travaux qui montrent que ces régulateurs de l'humeur ont l'action de régulation de l'humeur, mais aussi ont des actions dans les troubles psychotiques, mais aussi spécifiquement sur les manifestations d'impulsivité et notamment dans certains troubles du contrôle des impulsions qu'on peut observer, dans certaines pathologies. Puis les stimulants, c'est des produits qui ont des fonctions de stimulation qu'on utilise assez peu, mais en fait qui ont une indication dans le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, mais qui sont utilisés dans certaines pathologies du mouvement, dans certains troubles de l'humeur, de façon un peu, enfin empirique ou avec des travaux là-dessus, parce qu'ils ont une fonction stimulante qui peut être utile, dans un certain nombre de cas. Donc vous voyez qu'on a plein de molécules, donc il y en a pas mal sur le marché et en fait avec des possibilités d'usage dans beaucoup, beaucoup de situations cliniques. Et en fait, quand on s'en tient simplement au nom, ça peut paraître désarmant parce qu'on se dit: «Mais pourquoi, avoir un antipsychotique alors que ce qui est présenté est pas du tout une psychose?» Bah, effectivement, c'est une bonne question et en fait, c'est simplement parce qu'il y a une dénomination, ancienne et je vous montrerai pas parce qu'en fait, il y a les médicaments sont classés sur la classification dite ATC par l'OMS et avec des grandes classes de médicaments. On utilise assez peu cette classification. Elle est utilisée par l'OMS, mais on l'utilise assez peu en pratique courante. Et en fait, on utilise plutôt les dénominations que je viens d'évoquer. Et donc, il y a eu un mouvement international depuis, dont la France fait partie depuis à peu près 10 ans, qui vise à essayer de remplacer ce nom des médicaments par une dénomination qui est plus liée au profil pharmacologique des molécules. Ce qui permettrait d'éviter d'utiliser des termes qui ne sont pas appropriés et de qualifier les molécules par des mécanismes d'action qui sont isolés alors qu'on les utilise par ailleurs. Donc ça c'est la création d'une nomenclature particulière, une nomenclature basée sur les neurosciences, c'est comme ça ça s'appelle en anglais NBN, Neuroscience Based Nomenclature et en fait, ça a été créé à l'initiative d'un certain nombre de sociétés, scientifiques, internationales, dont certaines françaises, notamment l'Association française de psychiatrie biologique dont je fais partie et neuropsychopharmacologie et donc voilà, on essaie de promouvoir ça, mais c'est pas facile de changer les habitudes, des médecins, dans la manière dont ils parlent des médicaments. Alors, juste pour vous montrer très rapidement comment marchent les molécules, beh, je vais assez aller rapidement là-dessus. Ça, c'est pour vous dire que la plupart des molécules que je viens de parler interagissent avec les systèmes, monoaminergiques et donc notamment les systèmes sérotoninergiques en haut à gauche, noradrénergiques en haut à droite et en bas dopaminergiques.
Globalement, ce qu'on pourrait dire, c'est que le système dopaminergique est probablement lié à la capacité d'effection, d'agir, et cetera, et le système sérotoninergique est en plus un système régulateur, le système noradrénergique ayant un rôle un peu intermédiaire. C'est très schématique ce que je viens de vous dire. Il y a d'autres systèmes, tels cholinergiques, système GABAergique, qui interviennent, dont l'identification anatomique, comme là, est beaucoup moins spécifique, même si le cerveau est bien plus compliqué que les schémas que je viens de vous montrer. Mais c'est simplement pour dire, parce que on retrouve souvent dans le nom des médicaments, il y a des classes, par exemple, d'antidépresseurs qui sont, on appelle ça des IRS, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Ça veut dire que ces antidépresseurs-là agissent sur la sérotonine. Donc, c'est un terme qu'on emploie fréquemment pour décrire les perturbations qui peuvent exister dans ces molécules autour de enfin, quand on utilise ces molécules, parce que peut-être il y a des perturbations également qui existent au niveau du cerveau quand on présente des troubles psychiatriques et des troubles du comportement. Alors bon, ça, c'est l'action des antidépresseurs. Aucune importance de montrer ça. C'est juste pour dire l'idée de ces molécules qui sont des inhibiteurs de la recapture. Donc en fait, c'est un schéma. Ces schémas-là, c'est comme son nom l'indique, ont pour but de simplifier et de rendre compréhensibles les modes d'action des molécules. Et en fait, l'hypothèse qu'il y a des modifications de la manière dont la sérotonine transmet l'information dans le cerveau et que ces molécules-là favorisent l'inhibition de la recapture, la libération dans la fente synaptique. Et donc, en fait, ce que ça fait, c'est que ça modifie le transfert de l'information, la transmission de l'information dans les systèmes que je viens d'évoquer précédemment, globalement au niveau du cerveau. Donc ça, c'était juste pour vous montrer qu'on peut définir les molécules en fonction de, bien sûr, ça c'est les antidépresseurs, de leur nom, bien sûr. Bien sûr, il y a le nom de spécialité, mais on utilise plutôt le nom de générique qui est la DCI, la dénomination commune internationale, deuxième colonne. Et puis, vous voyez, c'est simplement pour vous montrer que parce que les mécanismes d'action sont un petit peu différents les uns des autres, il y a la première colonne, c'est la classe qui est souvent une classe qui mélange le mécanisme d'action, inhibiteur de recapture de la sérotonine, inhibiteur de recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, et puis la formule chimique, tétracyclique, tricyclique. Bon, ça témoigne qu'on est un petit peu embarrassé pour classer ces molécules, mais vous voyez simplement, il y a pas à retenir tout ça, c'est bien évidemment, et y compris pour les médecins, on en fait l'expérience, on peut toujours voir. Mais, en fait, il y a des différences très importantes dans les molécules en termes de leur effet observé et de leurs effets indésirables, ce qui explique qu'on peut utiliser différentes molécules, sans que ça soit une dépression, mais pour traiter une dimension syndromique particulière. Les antipsychotiques bloquent la dopamine, ils ne favorisent pas comme la sérotonine, c'est plutôt le blocage. Et donc, simplement, ce que je vous montre là, c'est que 3 molécules largement employées, risperidone, aripiprazole et clozapine, bien qu'ils bloquent tous plus ou moins la dopamine, je dis bien plus ou moins parce que le blocage est variable, ont bloquent d'autres systèmes de neurotransmission, ce qui explique qu'il y a des différences importantes en termes d'effets indésirables. Et là, vous voyez, sédation, gain de poids, syndrome extrapyramidaux, les manifestations neurologiques associées. Enfin, vous voyez, c'est très différent d'une molécule à une autre. Donc en fait, ça explique aussi ces variations. Les benzodiazépines, c'est les molécules très connues comme le bromazépam, l'alprazolam qui sont connues dans l'anxiété et le trouble du sommeil et avec des risques connus de dépendance et de tolérance. Puis les stimulants comme le méthylphénidate, largement utilisé dans le trouble déficitaire de l'attention et l'hyperactivité. Alors, juste pour vous dire qu'il y a ce réseau et donc on peut aller facilement sur le réseau PIC, où vous avez des fiches qui sont très bien faites sur l'ensemble des molécules, les groupes de molécules et chacune d'entre elles, qui permet de voir globalement la manière dont c'est employé, les effets indésirables, c'est important. Donc en fait, quand on utilise les psychotropes, je vais bientôt finir, on peut les utiliser de 2 manières. Soit on les utilise par rapport à ce qui est leur indication et donc qui correspond au «nom» entre guillemets qu'ils ont. J'utilise un antidépresseur pour traiter un épisode dépressif caractérisé. Mais j'utilise aussi parfois un antipsychotique parce qu'il a l'indication. Mais comme il a l'indication, on peut considérer que c'est une molécule qui est reconnue pour son efficacité là-dessus. Donc ça, c'est assez simple d'une certaine manière, même si, vous voyez, il y a un petit élément de confusion parce que certaines molécules peuvent avoir plusieurs types d'indications. Mais on peut l'utiliser de manière dimensionnelle par rapport à son efficacité sur des dimensions cliniques, sur l'impulsivité, sur l'agressivité, sur le sommeil, sur l'alimentation. Et en fait, c'est aussi comme ça qu'on le choisit et c'est ce qu'on appelle les prescriptions dimensionnelles.
Donc, vous voyez que des antidépresseurs peuvent être antidépresseurs, permettre la régulation émotionnelle, peuvent être sédatifs ou stimulants. Donc en fait, vous voyez, donc on peut utiliser pour des raisons variables. Les antipsychotiques, c'est pareil, ils ont une efficacité antidélirante, anti-impulsive, sédative et antidépressive. Les régulateurs de l'humeur peuvent être anti-impulsifs, ils permettent la régulation émotionnelle, mais aussi les régulations des fluctuations de l'humeur. Et les anxiolytiques peuvent être sédatifs et anxiolytiques. Donc, lorsqu'on utilise les psychotropes, ce qui est important de comprendre, ce qu'on essaie de faire en pratique, plus ou moins facilement, on caractérise la cible thérapeutique pour évaluer l'effet attendu. Comme je le dis, ben, si le trouble du comportement observé est par exemple un trouble de l'impulsivité, on va se dire ben, c'est ça sur lequel on veut, c'est-à-dire agir avant de réfléchir, c'est ça l'impulsivité pour faire simple. Et ben, en fait, et que ça entraîne des conséquences chez le sujet, ben, on se dit: «On va chercher une molécule dont on sait qu'elle a une efficacité anti-impulsive» et par exemple, un certain nombre de régulateurs de l'humeur. Donc ça ne veut pas dire que le sujet a un trouble de l'humeur, mais on va agir là-dessus. Il faut, chaque fois qu'on prescrit un médicament, mais c'est valable pour tous les médicaments, évaluer régulièrement les traitements et les effets indésirables. Il y a des risques, comme on l'a vu, alors principalement pour les benzodiazépines et donc les anxiolytiques. Pour les autres molécules, c'est pas tellement le cas et il peut y avoir des habituations, mais les phénomènes de ce qu'on appelle la tolérance, ça veut dire on a besoin d'augmenter la dose pour avoir le même effet et la dépendance, ça veut dire qu'on a un sevrage lorsqu'on arrête, est principalement, présent avec les anxiolytiques. Mais dans tous les cas, il vaut mieux éviter l'arrêt brutal des traitements car on a un risque de sevrage et parfois, par ces mécanismes de blocage, on a une sorte de rebond qui peut entraîner une réapparition des symptômes de manière importante. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur la manière dont on peut traiter pour comprendre que les stratégies thérapeutiques auxquelles on peut être confronté, vous pouvez être confronté, ben, sont des stratégies thérapeutiques qui visent généralement à gérer un symptôme donné ou une dimension clinique donnée, avec des médicaments qui ont des dénominations extrêmement variables et qui vont être choisis dans ce cas-là, non pas parce que la personne a le trouble, qui est mis en avant par son nom, mais plutôt parce qu'il a un effet pharmacologique particulier. Donc en fait, c'est vraiment important parce que je pense que c'est vraiment l'objet de beaucoup de confusion sur la manière d'employer, ces molécules et la compréhension de tout ça est assez confuse et elle est confuse aussi pour les professionnels de santé qui parfois ont de la difficulté à s'y retrouver et qui nécessitent, d'y réfléchir et d'échanger sur le sujet. Merci beaucoup, professeur Lorca, c'était très riche. Pour l'instant, on n'a pas de questions dans le chat. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à lever la main. Hop, je distribuerai la parole. Pour ma part, j'ai quelques questions. Je me suis demandé, donc comportement défi, maladie rare, on a différents types de comportements problèmes, auto-agressifs, hétéro-agressifs. Est-ce que pharmacologiquement, on aurait des molécules qui fonctionneraient plus en fonction du type de comportement, par exemple? Bah, en fait, enfin, si on regarde quand on enfin, je vais distinguer 2 choses, auto et hétéroagressivité. En fait, on a des données qui mettent en évidence que la meilleure thérapeutique dans le cadre de l'auto-agressivité, alors une fois de plus, c'est des données empiriques avec quand même des études. Souvent, c'est difficile de faire des études de ce style-là, mais dans l'auto-agressivité, avec tout ce qui peut être, par exemple, des comportements de scarification, et cetera, c'est probablement le lithium, qui est un régulateur de l'humeur. Donc ça ne veut pas du tout dire que les gens ont un trouble de l'humeur, mais en fait, des troubles du comportement de type auto-agressif, c'est probablement le lithium et bien sûr, les troubles de comportement auto-agressif d'origine, génétique, les données sont très peu nombreuses, hein. Je veux dire, il faut dire les choses. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'ai fait une revue de la littérature pour voir un peu ça, mais je voulais pas rentrer dans des aspects très techniques, mais il y a très peu de données. Mais malgré tout, si on réfléchit, comme je viens de le dire, spécifiquement à ce qui a un impact sur les comportements qui peuvent être associés à l'auto-agressivité, enfin qui se présentent sous forme d'auto-agressivité, le lithium est probablement une molécule intéressante. Alors que par exemple sur l'hétéroagressivité, en fait, les molécules type autre régulateur du terme mais plutôt antiépileptiques, peuvent être beaucoup plus efficaces. Le valproate pourrait être un exemple, la carbamazépine qui n'est pas forcément facile d'usage parce qu'il faut contrôler, un exemple, mais les antipsychotiques ont montré un effet. Si on est précis, probablement que les antipsychotiques ont plus un effet, sédatif, plus qu'un effet anti-agressivité, impulsivité. Donc vous voyez qu'il y a des différences assez précises
Et après, bien évidemment, comme je le disais, il y a quand même peu de, peu de données scientifiques, de recommandations dans le cas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de partage de ces informations. C'est important de partager avec les usagers, entre confrères, et cetera, pour pouvoir avancer là-dessus et essayer de mettre en évidence la manière de faire la plus appropriée. Il faut jamais perdre de vue que, vous savez, on est à l'ère de l'evidence-based medicine et en fait, l'evidence-based medicine, c'est bien sûr les données scientifiques, très importantes, mais aussi les préférences du patient, mais aussi, l'expérience du clinicien et qu'est-ce qu'il a pu connaître et c'est les 3 grands piliers de l'evidence-based medicine, c'est ça. Donc en fait, c'est super important parce que, forcément, on voit bien que c'est pas là, on n'a pas beaucoup de données, mais le partage à la fois de ce qui a été efficace et des préférences que peut avoir un patient, mais aussi de l'expérience qu'on a sur l'utilisation des molécules est très, très important pour améliorer la prise en charge et l'utilisation la plus précise possible des molécules. Oui, merci beaucoup, pour ces éléments qui sont très précis. Et puis c'est vrai que finalement, dans la maladie rare, notre principale problématique, vous avez cité les méta-analyses et le manque de données, c'est que c'est tellement rare qu'on va avoir du mal à faire des essais médicamenteux précis pour vraiment tester l'efficacité. Alors j'ai d'autres questions, mais on a plein de questions dans le chat, donc je vais vous transmettre les questions. J'ai une personne qui m'a écrit directement: «Pour les comportements d'évitement ou tergiversation, avoir du mal à arrêter une activité, être hyper focalisé, avoir du mal à démarrer une autre activité. Est-ce qu'il y aurait un type, heu, de comportement dans lequel ça rentre? Et est-ce qu'il y aurait certaines molécules qui pourraient aider pour ces comportements de persévération, d'hyperfocalisation?» Alors, c'est là, on rentre dans un élément intéressant. Par exemple, il y a une molécule qui a une indication, qui s'appelle la prégabaline, qui est un antiépileptique, Lyrica, qui est utilisé dans la douleur, par exemple, mais qui a une indication trouble anxieux. Or, en fait, on pourrait se dire, bah, c'est un anxiolytique. L'intérêt de la prégabaline, c'est que ça a une indication globale sur l'anxiété généralisée et donc l'efficacité observée, moi je l'utilise largement, c'est pas du tout ça n'agit pas du tout comme les, anxiolytiques, comme, le bromazépam, le Valium, le Tranxène, enfin tous si j'utilise les dénominations, commerciales qui sont les plus connues, c'est des termes du langage courant. En fait, la prégabaline, ça diminue les boucles de rumination qu'on peut présenter. Donc, pour rentrer dans le détail par rapport à ce que vous évoquez, si on a un tableau qui est vraiment dans lequel on a vraiment des boucles de rumination qui peuvent inhiber la mise en œuvre de l'action, la prégabaline, véritablement, les patients le décrivent, c'est assez efficace. Alors, c'est un médicament qui est relativement bien toléré et en fait, sur lesquels il y a des possibilités de doses extrêmement variables de 20 à 300 milligrammes. En fait, c'est une molécule pour laquelle les gens décrivent que, d'une manière assez mystérieuse et assez rapidement, bah, en fait, ces pensées, ces idées et qui peuvent être des tergiversations observées et cetera, et ben, en fait, diminuent puis, s'atténuent de manière considérable. Donc en fait, voilà un élément. Donc bien évidemment, vous voyez bien que ce que j'évoque, c'est plutôt la pensée qui peut être, qui tourne en boucle et qu'il faut chercher à identifier et puis la conséquence qui peut être l'évitement ou en fait les trucs comme ça, c'est un autre sujet. Mais donc en fait, c'est pour ça que je disais que, l'exploration clinique, qui dépasse largement les critères diagnostiques classiques est extrêmement importante pour, arriver à voir quel lien on peut faire avec des mécanismes qu'on observe, lorsque enfin des effets qu'on observe lorsqu'on interroge les patients sur, ce qui se passe par rapport au traitement qu'ils reçoivent. Oui, sur un mode, dimensionnel comme vous l'avez, bien expliqué. On a une autre question dans le chat à propos des antiépileptiques sur l'hétéroagressivité. Est-ce que le cannabidiol peut être mis sur cette liste de médicaments intéressants pour l'hétéroagressivité? Alors ça, c'est un vrai sujet, hein. Le cannabidiol, en ce moment, il y a de multiples études sur plein de dimensions cliniques, mais aussi de troubles psychiatriques, qui commencent à sortir. Donc c'est assez récent, donc il faut attendre un peu la confirmation, mais l'évolution s'est vraiment accélérée au cours des 3 dernières années et en fait, effectivement,
on a l'impression quand même qu'on commence à avoir des vrais résultats scientifiques, hem, pour l'utilisation du cannabidiol, dans beaucoup de manifestations cliniques, anxiété, voire dans certains troubles psychotiques, voire manifestations dépressives, voire manifestations d'hétéroagressivité. La difficulté à l'heure actuelle, c'est que, en fait, ces études sont faites dans des contextes très contrôlés, avec des produits très contrôlés, que la commercialisation du cannabidiol est parfois plus difficile, il est plus difficile d'avoir un vrai, contrôle de qualité sur les produits qui sont, commercialisés et cetera. Donc ce qui est un vrai sujet qui va être un vrai débat, puisqu'on a eu une position la France a eu une position assez ambiguë par rapport au cannabidiol et en fait, je pense que la question qui va se poser, qui est une question très importante, dont il faut que collectivement on se saisisse, c'est de faire en sorte que ça puisse avoir une reconnaissance de stratégie thérapeutique, ce qui implique, eh ben, la mise sur le marché dans des conditions de bonne qualité et les aspects de remboursement et cetera et cetera. Ce qui est parfois très compliqué parce que si aucun, si pour une compagnie, privée, le vendre, comme ça, à partir du moment où c'est autorisé, même si on ne sait pas très bien et cetera, bah, c'est plus intéressant que de passer sur les fourches codines de tout le contrôle que j'évoque. Sauf qu'à mon avis, il faut quand même être extrêmement prudent, enfin, j'insiste là-dessus, hein, donc c'est vrai que c'est tentant de se dire: «Bah, c'est facile de s'en procurer». Il y a quand même une question de spécificité de qualité qui reste, à mon avis, importante à prendre en compte aujourd'hui. Mais à mon avis, dans un avenir assez proche, j'espère, et je pense qu'il faudra aller, se mobiliser pour, solliciter les pouvoirs publics, hein. Ça s'était fait pour le baclofène, il y avait eu une mobilisation associative et cetera autour de l'utilisation qui a abouti quand même alors, le baclofène qui était utilisé pour le maladie alcoolique, hein. Je pense que c'est vraiment important, mais il y a vraiment un enjeu à ce niveau-là. Donc, enfin, on peut considérer le cannabidiol comme une piste tout à fait prometteuse, mais on a un fort intérêt tous à ce que ça soit bien encadré dans l'aspect thérapeutique. Pas simplement légalisation, pas légalisation, ça. C'est pour nous qu'on ait vraiment un encadrement, enfin médical avec l'Agence nationale de sécurité du médicament, de manière à ce qu'on ne soit pas dans des choses où on pourrait avoir quand même des effets, péjoratif si on n'a pas un bon contrôle de la qualité. Donc prudence, voilà, je Intéressant, dirais mais par rapport à prudent. ça, c'est prudence quand même. Pas n'importe lequel, cannabidiol, et pas n'importe comment. Tout à fait. Nouvelle question, est-ce qu'on peut passer d'une catégorie de médicaments à une autre si on doit rechercher le plus efficace? Absolument, absolument, il faut c'est la balance entre l'efficacité et la tolérance à laquelle et puis la manière des effets indésirables et je pense qu'il faut absolument, enfin, ne pas passer pour passer, mais si je veux dire, on peut optimiser un traitement, on peut, ne arrêter un traitement. On a quand même des profils, comme je l'ai montré très rapidement, mais comme vous avez vu, des molécules qui sont dans la même catégorie ont des effets très différents les uns des autres en termes d'efficacité mais aussi en termes d'effets indésirables et c'est important de se dire qu'on va essayer de trouver le meilleur dans cette balance entre l'efficacité et la bonne tolérance qu'on peut avoir aux médicaments. Mais on peut absolument passer alors, comme je le disais, il faut faire attention, il y a des aspects un peu techniques, pas techniques, mais pas très compliqués, passer un médicament à un autre, mais c'est vraiment, un enjeu au contraire, si on est insatisfait. C'est pour ça qu'il faut être super précis sur savoir sur quoi on veut agir. C'est vraiment se dire: «Tiens, très précisément, on veut agir sur tel symptôme, tel aspect clinique bien précis», parce que comme ça, on mesure de manière précise et on évalue de manière précise. C'est même pas une question d'échelle ou pas échelle, mais on sait sur quoi on va se focaliser en termes de questions qu'on va poser au sujet. Il nous reste encore 3 petites minutes de questions. Alors, pour les troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie chez l'adulte, les traitements sont-ils efficaces? Alors, il y a pas beaucoup de traitements efficaces dans les troubles alors de boulimie et anorexie, c'est pas la même chose, hein. Il y a des traitements qui ont été testés avec un très bon niveau de preuve, mais bon, il faut faire attention par rapport à la tolérance, qui est notamment un antiépileptique qui s'appelle le topiramate. Donc en fait, pour dire les choses, le topiramate a été testé, par des collègues américains dans des études donc on appelle randomisées contrôlées, c'est-à-dire
on tire au hasard les gens, ils reçoivent soit un médicament, soit du placebo et on voit l'efficacité. Et en fait, ils avaient fait des études, sur la boulimie et sur le jeu pathologique. Et en fait, hein, ces molécules-là ont montré une efficacité, très intéressante dans vraiment avec des données d'un point de vue scientifique, tout à fait satisfaisant. Le laboratoire pharmaceutique à l'époque n'a pas désiré, aller vers ces indications-là pour différentes raisons qui tiennent de la stratégie, industrielle, mais donc voilà. Donc ça veut dire que on a quand même des traitements qui, une fois de plus, ce sont des médicaments qui n'ont pas c'est pas, des produits miracles. Les troubles des conduites alimentaires sont des problématiques qui sont beaucoup plus, complexes et qui enfin, qui sont complexes et qui impliquent plein de choses et qui nécessitent tout un accompagnement, global qui est important. Mais c'est vraiment des molécules qu'on peut utiliser. Dans l'anorexie, on n'a pas de traitement, il y a plein de traitements qui ont été testés, certains antipsychotiques par exemple, bon, on n'a pas de traitement qui a démontré avec un niveau de preuve comparable à ce que je viens de décrire dans la boulimie, une efficacité, satisfaisante. Donc là, on rentre dans des situations qui sont plutôt, je veux dire difficiles et sur lesquelles il faut voir, une fois de plus, la précision clinique de manière un peu générale. C'est difficile, mais les médicaments peuvent apporter. On utilise régulièrement les médicaments, au service, on a une unité spécifiquement dédiée aux troubles des conduites alimentaires. On utilise régulièrement différents types de médicaments, mais qui dépendent vraiment du tableau clinique. Donc c'est plus difficile de donner une réponse simple comme ça, de manière générale. Super, on a plein de questions, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Et on pourra, quand vous les notez dans le chat, essayer de vous faire des réponses, hein, on les note. Alors, donc une petite dernière question par rapport aux effets secondaires des traitements. Les personnes disent qu'on peut gagner sur un plan comportemental. Après, on risque de le perdre par rapport à l'effet sédatif. Mmh. C'est vraiment une vraie question, hein. C'est-à-dire que beaucoup de psychotropes ont un effet sédatif, hein, qui est considéré, ben, alternativement comme un effet indésirable ou un effet qui peut être utile, par exemple chez les sujets qui ont un trouble du sommeil. Mais c'est vrai que c'est une problématique importante. Alors, il y a quand même tous les psychotropes ne sont pas tous sédatifs. Certains sont stimulants, certains sont parfaitement neutres, hein. Donc en fait, c'est vrai que, il faut trouver l'équilibre entre cet effet sédatif et l'intérêt que ça peut présenter sur la cible qu'on a eue, avec le traitement. Et puis, dans ce cas-là, tout à l'heure on évoquait changer même au sein d'un même groupe, d'une même classe médicamenteuse, il y a des molécules qui n'ont pas du tout le même profil. Donc en fait, il est important de vraiment, bah, essayer d'ajuster au mieux ce qu'on peut trouver. Après, il y a aussi des aspects un peu plus techniques, d'horaire de prise et des choses comme ça, parce qu'il y a des manières de répartir les médicaments aussi qui peuvent jouer. Mais c'est souvent un ajustement individuel qui permet à la fois de la molécule pour un sujet donné, et puis à la fois des horaires de prise, de la manière de faire, et cetera, qui permet de trouver des solutions par rapport à ça. Donc voilà, alors c'est vrai que l'effet sédatif, hein, une fois de plus, des fois, on cherche à obtenir ça. Ce qui est important, c'est que en fait, ça aussi, c'est un élément important que j'ai évoqué, mais je le répète, le traitement, ça doit toujours être réévalué parce qu'on peut avoir eu besoin d'un effet sédatif pendant quelques jours, quelques semaines et puis ensuite, après, ça devient vraiment un handicap pour le sujet, parce que ça l'empêche, hein, de faire un certain nombre de choses et de pouvoir, se déployer dans des activités et donc c'est important, à la fois de rappeler aux prescripteurs et aux prescripteurs d'y penser, qu'il est nécessaire de réévaluer et que, voilà, un effet qui a été, on va dire, souhaité à un temps donné ne l'est pas forcément sur le long terme, et ça, c'est quand même très important parce que des fois, on a un peu tendance à être un peu, circonspect quant à la modification des traitements. Ce qui, à mon avis, je veux dire, voilà, il faut faire les choses correctement, pas n'importe comment, mais un médicament, ça peut être changé, 4 fois dans la semaine s'il le faut et puis c'est comme ça quoi, hein, je veux dire, mais il y a pas de solution qu'on trouve enfin dans les situations complexes des troubles du comportement, d'origine génétique, on est vraiment sur des choses où il faut vraiment ne pas hésiter, comme je le dis, en étant prudent, mais en ne pas hésiter à changer parce que, si on avait des données extrêmement précises et des recommandations super précises, je ne serais pas en train d'en parler avec vous, vous auriez qu'à les lire sur internet, ce serait hyper simple.
Mais j'adorerais ça moi aussi, mais on n'en est pas encore là. Merci beaucoup, professeur Lorca, d'avoir été avec nous pour échanger sur l'approche pharmacologique des troubles du comportement d'origine génétique. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce webinaire que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube pour regarder le replay si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner également à notre newsletter pour tout savoir de l'actualité du réseau Génopsy. Nous avons également le site LinkedIn où vous pouvez nous suivre. Professeur Lorca a évoqué un petit peu la clozapine, qui est l'un des traitements qui peut être utilisé. Vous pourrez nous retrouver le 5 décembre prochain, toujours à 13 heures, pour en apprendre plus sur cette molécule avec le témoignage d'une personne concernée. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.